Désolée. D'abord et avant tout, je veux remercier Gilles plutôt, de m'avoir donné la chance d'être ici et de faire une présentation. J'ai participé à plusieurs réunions, mais jamais on ne s'est si bien occupé de moi. On a vu à tout. Je me sens très spéciale. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Autre chose que j'aimerais vous dire, j'ai participé à des réunions en Australie et à beaucoup d'endroits à travers le monde. Et je peux vous dire, c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue en termes de travail sur la masculinité et la santé. Donc, c'est presque un who's who ici. C'est vraiment fantastique d'être ici et j'apprécie grandement ma journée. J'espère que je pourrai partager un peu avec vous ce que je fais dans mes recherches au cours des 20 prochaines minutes. Donc, je veux vous remercier grandement de m'avoir invité encore une fois. Bon, j'ai parlé de notions de tripartite, des aspects théoriques de masculinité. Et je crois qu'elle est assez honnête de dire que 10 ans plus tard, on peut repenser à tout cela, regarder en arrière et s'arrêter sur certains points. Et une des choses qui m'a frappée, lorsqu'on parle de la santé des hommes, il y a différentes façons d'en discuter. Je pense à l'aspect biomédical, par exemple. J'étais à une conférence l'an dernier et c'était très biomédical, mais on parlait surtout de la dysfonction érectile. D'un point de vue pharmaceutique, on mettait l'accent sur les traitements de dysfonction érectile au niveau de maladies cardiovasculaires, en rapport également avec le cancer de la prostate et tout ça. Et je me questionnais, je me demandais si l'idée était davantage de vendre des médicaments, par exemple le Lévitra, réfère à un comprimé orodispersible. Donc, vous n'avez pas à arrêter les préliminaires pour prendre une gorgée d'eau pour l'avaler. C'est quelque chose que vous pouvez mettre sous la langue, sublingual donc, et continuer vos préliminaires sans vous interrompre. Ensuite, AstraZeneca, compagnie de Corée, et une compagnie qui s'appelle Dong-Ai, là-bas. Et c'est assez intéressant de voir que cette compagnie veut s'en aller avec un produit en Russie, en Europe. Ça représente un marché énorme de millions de dollars. Donc, lorsque les gens parlent de la santé des hommes et lorsqu'on est là et qu'on se penche sur les maladies cardiovasculaires et la difficulté à avoir des érections, eh bien, on se demande où on s'en va avec le biomédical. Et ces affiches que nous verrons tout au long de ma présentation aujourd'hui montre qu'il y a un certain discours autour de la santé. C'est intéressant. On utilisait, lorsque je faisais ma thèse de doctorat sur le cancer de la prostate, il semblait là y avoir des choses qui sont très bizarres. Ici, on a un homme qui s'appelle Renwick et qui disait, du coup, la taille, ce n'est pas mon corps normal. J'ai toujours eu un corps de travailleur. J'étais chauffeur de camion. J'ai toujours travaillé très fort. Et ce corps-là, pour moi, n'est plus le mien. Donc, Renwick a un corps d'ouvrier et le père, derrière lui, il y a toutes sortes d'artefacts qui expliquent ce qui s'est passé. Alors, on voit en bas, il y a des bocaux de verre où il y a des cartons d'allumettes et qui montrent tous les endroits où il s'est rendu. Il a voyagé partout à travers le monde, en Égypte, à Los Angeles, en Turquie, etc. Et on voit que cet homme-là avait travaillé très fort toute sa vie. Donc, plusieurs d'entre nous travaillons et nous utilisons un traitement biomédical. Et Renwick, dans son cas, avait eu
un problème cardiovasculaire, avait eu un quadruple pontage, avait eu une prostatectomie suivie de radiothérapie et ensuite d'une thérapie anti-androgène et avait développé ces problèmes. Je croyais qu'il n'était pas si mal, mais lui, sa perception était tout à fait différente et il ne s'aimait pas. Le troisième dont je voudrais parler, c'est le mouvement des hommes. Alors, j'y reviens souvent parce que parfois on en parle comme faisant partie de l'agenda politique. Dans la dernière diapo dont je vous parlerai, on parlerait d'un homme qui a mis ça dans l'arène politique. C'est très politique. Après avoir lancé l'Institut pour le sexe et la santé, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'aspects politiques dans tout cela. On a également vu l'ouverture de centres pour la violence où les hommes ne se sentent pas très à l'aise. Donc, le mouvement des hommes fait aussi partie de ce mouvement pour la santé masculine. Je n'ai pas toute la réponse, mais je vous dirais que les 3 points, le biomédical et tous ces groupes sont impliqués. Bon. Alors, voici ma présentation. Côté empirique, je ne suis pas trop sûre si on sera capable d'aller de l'avant, d'attirer les gens en disant que ce qui est derrière la santé des hommes, c'est que pourquoi on ne s'en occupe pas autant que celle des femmes, c'est qu'ils ne vivent pas aussi longtemps que les femmes. Aujourd'hui, en Colombie-Britannique, 4,4 ans de différence ou d'écart qu'il y a entre la durée de vie d'un homme et d'une femme, et je vous dirais que dans 40 ans, il n'y aurait probablement même plus d'écart. Donc, je pense que c'est un peu difficile lorsqu'on s'imagine que la vie des hommes est très différente de la vie des femmes, parce qu'il n'y a plus autant d'écart. Ce qui est important, c'est de voir où est la différence, quels sont les problèmes au niveau de la santé des hommes. Et il y a un institut de statistique en Colombie-Britannique qui a regardé quels étaient les principaux problèmes. Ce sont les problèmes cardiovasculaires, le suicide, accident de voiture, maladies infectieuses, comme le VIH par exemple. C'est une insuffisance hépatique souvent due à l'abus d'alcool ou de substances. Alors, quand on regarde cela, on commence à voir un peu plus l'image. Et ce qui me frappe, c'est que tout cela se modifie. Peut y avoir des interventions où on pourra faire une différence. Donc, la façon dont nous situons la santé masculine, que ce soit en termes d'espérance de vie ou que nous considérions qu'il y a une différence, il faut vraiment qu'on cible les bonnes. Et ça semble également, à mon avis, complètement interconnecté. On a commencé à penser, le côté mental de la dépression, du suicide chez les patients atteints, par exemple, de problèmes cardiovasculaires. Et il y a tellement de liens entre tout cela qu'on pourrait les regrouper. Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire finalement. L'autre point, c'est que ce ne sont pas que des problèmes qui touchent les hommes. Ils sont également reliés très près à la famille, à la femme de leur vie, à leurs enfants, à d'autres hommes également. Donc, lorsqu'on parle de problèmes de santé chez les hommes, nous pouvons considérer que ça touche tout le monde. Donc, il faut qu'on puisse intervenir et aider tout le monde. Ce que je vous dirais aussi, c'est en Colombie-Britannique, c'est très localisé, mais si nous subdivisons les hommes et commençons à regarder les hommes gays, les hommes des Premières Nations, eh bien, tout cela change et en fait, il y aura probablement différents problèmes qui raccourciront leur espérance de vie. Autre point très empirique, j'en parle beaucoup, ça avec la masculinité très souvent. C'est très intéressant. C'est la capacité pour l'homme de demander de l'aide. Souvent, ils ont de la difficulté. Il y en a qui vont avoir différents problèmes.
Mais si on va voir les statistiques, qu'on regarde les chiffres, et encore une fois, ce sont des chiffres pour la Colombie-Britannique, oui, les hommes vont voir le médecin moins fréquemment que les femmes, mais je pense que l'écart le plus important est entre l'âge de 20 ans et 45 ans. C'est vraiment incroyable à cet âge-là. En fait, si on regarde les demandes en obstétrique et gynécologie faites par les femmes, on pourrait dire que les hommes, à cette période de leur vie, travaillent et mettent l'accent surtout sur leur famille. Ils ont tendance à bien aller et ne se préoccupent pas des problèmes de santé. Autre chose, si vous regardez les données un peu partout à travers le Canada pour simplement les urgences des hôpitaux jusqu'à l'âge de 45 ans, vous allez trouver que les gens vont aller dans les urgences plus souvent. Il n'y a que 2 % de différence et même après 45 ans, c'est la même chose. Donc, les gars vont chez le médecin, mais ils ne vont pas voir les mêmes médecins à différents points de leur vie. Mais ce n'est pas suffisant de dire que les hommes et les garçons ne vont pas chez le médecin. Ils y vont. Je vous dirais, pour ce qui est du côté empirique, il faut être un petit peu plus sophistiqué quand on parle de la santé des hommes et le positionnement qu'on en fait et les problèmes dans les catégories plutôt masculines. Théoriquement, pardon. Mais si on revient en 2000, il y avait un article fantastique et qui a été important pour chacun d'entre nous qui se penche sur les masculinités. Et c'était la construction des masculinités et l'influence sur le bien-être des hommes, une théorie du genre et de la santé. Ça a été publié en 2000 par Will Courtney. Et plusieurs personnes ont vu cet article. Et ce que ça nous suggère, c'est qu'en relation avec la masculinité, nous devons reformuler ou rejeter ou aller de l'avant avec certains problèmes. On compte entre autres le statut économique, l'ethnie également. Et il nous a permis de revoir la masculinité. Mais une décennie plus tard, nous en arrivons à un endroit où, ayant des problèmes avec la notion unitaire de masculinité, nous ne reconsidérons plus la diversité si on se fie à ses écrits. Et ça privilège la classe moyenne, eurasienne, américaine, salaire moyen. Alors, si on prend son travail et qu'on le colle à la santé, cela nous permet de voir les choses différemment. Donc, je pense que nous sommes prêts à un certain changement.